Bienvenue à tous dans l'épisode numéro 70 de l'alchimie d'un roman. Et aujourd'hui, c'est le tour du deuxième roman de la série que nous avons étudié avec les élèves de l'ISEP, l'Institut supérieur d'électronique de Paris, dans le cadre de notre atelier de littérature. Aujourd'hui, c'est le tour de La Vouivre, un roman plus ou moins méconnu d'un immense auteur français dont on ne parle pas assez, Marcel Aimé. Un roman fantastique puisqu'il y est question d'une créature légendaire, la Vouivre, sorte de sirène des marécages, mais un roman finalement très terrestre ou terrien. Un roman bien de chez nous, rural, humain. Roman terrestre, vous dites? Alors, c'est que nous parlerons de l'élément de la terre, n'est-ce pas? Le milieu où le roman prend racine. Mais pas seulement. Et nous creuserons plus profond que la surface pour exhumer l'alchimie complète, l'eau, le style qui s'écoule, l'air, la fiction qui nous élève et le feu, le message qui brûle derrière les mots. Et pour commencer, l'inévitable résumé de l'intrigue en 1 minute chrono. Ce roman est l'histoire d'Arsène Muselier de la famille des Museliers, ennemi héréditaire de la famille des Mindeurs. Nous sommes dans le village de Vaul-des-Verts, au fin fond de la Franche-Comté. Et tout commence quand Arsène surprend la Vouivre en train de se baigner dans la rivière. La Vouivre est une créature légendaire, une femme immortelle qui commande aux serpents. Et son arrivée au village va bouleverser de nombreux équilibres. D'abord, l'équilibre entre le curé du village, qui a bien du mal à motiver ses ouailles, et le maire républicain anticlérical affiché, mais fondamentalement superstitieux. Mais aussi, l'équilibre de tous les petits arrangements qui font la vie paysanne. Le mariage arrangé de la fille du maire, Rose Voiturier, que les hommes ne voient que comme un héritage, l'adolescence difficile de la petite Belette qui n'en peut plus d'être traitée comme une fillette, la vieillesse d'Urbain, l'ouvrier agricole, qui devient inutile à mesure qu'il perd ses forces, l'amour nostalgique d'Arsène pour Juliette Minder, la fille interdite du clan opposé. Et le temps d'un roman, la Vouivre perturbera le cours tranquille de ce village, car elle tentera les hommes avec son rubis légendaire, une pierre d'une valeur incommensurable, capable d'exaucer toutes les ambitions. Bon, alors on l'a dit, La Vouivre est un roman de la terre, ça saute aux yeux dès la première phrase. Arsène Muselier arriva à la vieille Vèvre vers 6h du matin et se mit à faucher le pré en forme de potence qui bordait un champ de seigle sur 2 côtés. Un pays où on se lève tôt et où on travaille la terre de ses mains. Le village de Vaul-des-Verts est un village fictif, mais implanté dans une région bien réelle, la Franche-Comté, que Marcel Aimé connaît par cœur. C'est sa région, c'est son terroir. Et il choisit d'en exhumer une vieille légende, la Vouivre, une femme qui tente les hommes non pas charnellement, mais avec son rubis qui symbolise toutes les richesses du monde, toutes les ambitions des hommes. Une histoire vieille comme la Franche-Comté. Et même plus vieille encore. Quand Arsène Muselier découvre la Vouivre, il est le premier homme à la voir pour elle-même et non pas pour sa pierre précieuse. Et ainsi, avec Arsène, nous allons découvrir l'intimité de la Vouivre. Nous allons découvrir ce qu'elle incarne, car la Vouivre est la terre de Franche-Comté. Elle était déjà là avant l'arrivée des hommes, depuis des millénaires. J'étais là sur ces plaines et ces monts du Jura bien longtemps avant l'arrivée du diable et même longtemps avant la vôtre à vous les hommes. J'étais en avant de la vie. Ok pour le roman de la Terre, on s'attend donc à des descriptions ethnologiques, à une plongée dans la ruralité profonde, mais je suis sûr que les citations qu'on vient de lire ont titillé votre oreille. Ces phrases sont quand même jolies, non? Elles sont bien tournées. Et d'un coup, on s'élève, on quitte la Terre et on découvre le style exceptionnel de Marcel Aimé. Écoutez-moi cette poésie. Un souffle d'air frais agita un bouquet d'acacias au bord de la route et presque aussitôt, une rafale de vent ploya tous les arbres d'autour. Ce simple D' est une splendeur. Marcel Aimé est un joaillier du langage. Et au-delà des mots, il y a aussi les images qu'il peint. Car Marcel Aimé ne photographie pas la vie paysanne dans sa réalité crue, il nous en dresse un tableau flamboyant. Les bœufs, le col baissé, les genoux emmêlés, tiraient l'arche mérovingienne sur l'éteule piquante en ramant du mufle dans l'air en feu. Marcel Aimé, par son style, par les mots qu'il choisit, nous rappelle à chaque page que la Vouivre est une légende et que la terre qui l'accueille est une terre légendaire. En fait, il réussit un grand écart entre ce romantisme flamboyant et légendaire et la simple réalité des gens. Et ce grand écart, il le comble par son style, par sa langue. Car à l'autre extrémité du spectre, Marcel Aimé écrit comme les gens parlent.
Louise Muselier, la mère d'Arsène, dit des choses comme « Vous savez ce que c'est quand on est de se revoir, à causer d'une chose et d'une autre, on se trouve d'avoir toujours à dire, et voilà 11 heures qui s'en viennent. » C'est simple et c'est beau, c'est une langue qui évoque des images, c'est une langue qui évoque des gens. Moi, le travail de Marcel Aimé avec le terroir de France, ce lien entre la réalité et la légende, me fait penser au travail de Miyazaki avec les campagnes japonaises. Écoutez par exemple quand Louise décrit la bête Faramine qui effraie les promeneurs solitaires. 3 têtes pâles comme des figures de mort, avec chacune un gros œil au milieu du front, le ventre gonflé sans guère de poils et mou comme le dessous d'un rat, son corps ne finissait nulle part. On voit les mêmes créatures ancestrales que dans le voyage de Chihiro. Ok, alors nous voilà, les pieds dans la terre et la tête dans les légendes de Franche-Comté. On lit l'histoire que nous raconte Marcel Aimé, et puis au bout d'un moment, on s'étonne. Car ce n'est pas du tout une légende, c'est l'histoire de gens très ordinaires, avec leurs petits problèmes, leurs petites mesquineries. D'ailleurs, on voit assez peu la vouivre. On la rencontre sur le bord de la rivière avec Arsène, et puis on la perd pendant des dizaines de pages. Mais alors, quels sont ces problèmes ordinaires qui vont occuper notre lecture ? C'est d'abord la guéguerre entre le curé du village et monsieur le maire. Le premier incarne la foi quotidienne et prosaïque, il est une sorte de fonctionnaire de la religion, il professe par habitude et compte les rangs clairsemés de sa paroisse. Quand la vouivre fait son apparition, il ne veut pas y croire, Arsène le lui reproche, « Le dimanche dans vos sermons, c'est toujours le diable par-ci, le diable par-là, mais quand il en est question pour de bon, vous n'y croyez plus. » Le maire, monsieur Voiturier, c'est l'inverse. Il est républicain, anticlérical, et l'arrivée de la vouivre insère un mauvais coin dans ses certitudes rationnelles. Un brave homme radical, anti-bondieusard, anticlérical, qui voyait tout à coup le diable entrer dans sa vie, dans le beau grand domaine de sa raison, et y faire le chemin à Dieu le Père et à son Fils. Avec cette guéguerre, Marcel Aimé caricature la religion par le petit bout de la lorgnette, la petite religion quotidienne comme elle est vécue sur la place du village. Mais la vouivre arrive en scène et elle apporte un peu de perspective dans le débat. Elle explique à Arsène qu'elle est éternelle. « J'étais là sur ces plaines et ces monts du Jura, bien longtemps avant l'arrivée du diable et même longtemps avant la vôtre à vous les hommes. Elle est éternelle, immortelle, mais elle n'est pas pour autant une grande déesse qui se joue du destin des hommes. En vérité, elle passe à côté de leur vie ordinaire. Elle se baigne nue dans la rivière. Je n'ai rien à faire avec le diable, dit-elle à Arsène. J'aime les bois, l'étang, la rivière, les saisons. Il n'y a pas assez de mystère en moi pour abriter un démon. Le ténébreux, c'est toi. Dans ta tête de bois, tout est noyé d'ombre et de brouillard. » Et ainsi, elle incarne une sorte de religion des origines, une tempérance, un retour spirituel à la simplicité. Elle est tout le contraire du curé du village ou de la superstition honteuse de monsieur le maire. Elle est comme un Jean-Jacques Rousseau spirituel, en figurant une religion débarrassée des affutiaux de la civilisation. Ok, peut-être, va pour la spiritualité de la vouivre. Mais que nous dit-elle, cette spiritualité ? Alors d'abord, simplement, la vouivre incarne l'éternité. Elle est immortelle, elle vient se baigner dans la rivière depuis des millénaires, et du coup, elle remet en perspective les petites vies des habitants de Vol-des-Verts. En revenant de sa discussion avec la vouivre, Arsène considérait avec une espèce d'indulgente bonté les membres de la famille Mindeur vacant à la besogne, pauvres condamnés à mort, comme lui, et qui s'agitaient pareil à des mythes dans un pli d'éternité. Mais paradoxalement, en dévoilant son éternité, la vouivre en montre une image négative. Elle s'ennuie, elle ne comprend pas les hommes, elle les envie. Sa vie de légende n'a pas de sens, pas de but, et comme à l'aide d'un raisonnement par l'absurde, elle démontre ainsi l'importance de l'éphémère et de la mortalité. Arsène, pour l'aider à comprendre, lui raconte sa mère en train de tricoter des chaussettes. Je me disais que si elle n'avait pas déjà eu dans l'idée ce que serait le bout de la chaussette, son travail n'aurait pas ressemblé à grand-chose. Je me disais aussi que la vie, c'est pareil, que pour bien la mener, il faut penser à la fin. Oh, et on comprend le montage de Marcel Aimé, ce qu'on avait pris pour une critique un peu facile d'une religion caricaturale incarnée par monsieur le curé et monsieur le maire, était en fait une remise en question beaucoup plus profonde des fondements de la religion. C'est une critique structurelle. La religion repose sur la promesse d'une vie éternelle. Mais à quoi bon si c'est pour s'ennuyer à l'infini ? Pourquoi rêver au paradis alors que les créatures éternelles nous envient nos vies ordinaires ?
Pourquoi rêver à la pierre précieuse de la vouivre au lieu de profiter de nos existences? Mieux, Marcel Aimé va encore plus loin et il remet en cause la compétence de Dieu dans les affaires des hommes. Le curé, comprend Arsène, n'est que l'oreille du Dieu éternel infini fermée au mystère de la vie, comme la vouivre. Un être éternel, qu'il soit Dieu ou la vouivre, ne peut pas comprendre les vies, les bonheurs et les peines des hommes. Mais il reste un problème, une ombre à notre joli tableau intellectuel. Ce problème, c'est la fin du roman. Arsène se sacrifie pour Belette et il meurt dans ses bras, tous les deux dévorés par les serpents de la vouivre. Voilà pour le coup une fin très peu ordinaire, je dirais même une fin épique. Un amour bien plus beau que tous les petits mariages par dépit qu'Arsène nous avait présentés avec Rose Voiturier ou Juliette Mander. Et par cette fin, Marcel Aimé rend toute cette histoire plutôt légendaire. Ce qu'on retient en refermant ce roman, c'est une épopée. Arsène devient un héros, il entre dans la légende. Une légende, oui, mais une légende des gens ordinaires, une légende de la Franche-Comté, une légende humaine qui concilie le ciel et la terre. Et c'était cela, je pense, l'objectif de Marcel Aimé, le même que Miyazaki avec l'imaginaire populaire japonais. Il le résume très bien, tout au début du roman, quand il explique comment la légende de la vouivre a évolué avec le temps. L'œuf de serpent s'est changé en rubis. La transformation s'est très vraisemblablement opérée depuis l'époque où l'industrie de la taille des pierres précieuses s'est installée dans les cités du Haut-Jura. C'est bizarre, vous ne trouvez pas? La légende est une réalité puisqu'on croise la vouivre avec Arsène sur le bord de la rivière. Pourtant, la légende change avec le développement économique de la région. C'est comme le roman qu'on est en train de lire, un mélange de légende et de réalité. La légende, la religion, mais aussi le roman sont des sortes d'éternités nécessaires qui émergent de la réalité terrestre et éphémère des gens ordinaires. Et voilà pour l'épisode numéro 70 de l'alchimie d'un roman. Merci aux élèves de l'ISEP qui ont choisi la vouivre et qui en ont fait l'analyse avec moi. Si vous avez aimé ce travail, allez donc vous régaler des 69 épisodes précédents, 69 romans classiques de 69 auteurs différents. C'est ici même sur YouTube. Si en plus de lire, vous vous essayez à l'écriture, je vous propose aussi l'alchimie de l'écriture, une chaîne parallèle sur laquelle on discute ensemble des bonheurs et des peines du métier d'écrivain. Si YouTube vous semble trop vaste, vous pouvez retrouver tout cela sur Tacotac, un site web et une application spécialisée dans le contenu culturel. Vous pouvez aussi me suivre ou me contacter sur Facebook, et si vous aimez mon travail et désirez me donner un petit coup de pouce, allez donc voir ma page Tipeee. Je remercie sincèrement tous les contributeurs qui m'ont déjà aidé. Réécoutez mes vidéos et dites-vous que c'est à eux que je dois mon énergie. Allez, salut à tous, lisez encore et revenez me voir pour l'épisode suivant.